Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui sort dans les salles le nouveau film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie, avec Pio Marmaille, Anna Girardot, François Civil. Une belle occasion de nous plonger au cœur de l'histoire de la Bourgogne avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La Bourgogne que nous allons ressusciter cet après-midi, c'est celle du Grand-Duché d'Occident. C'est celle d'un État très prospère, un des plus fascinants du Moyen-Âge. Alors je vais vous raconter les exploits de Philippe le Bon dans un instant, du duc de Bourgogne. Et puis nous demanderons à Bertrand Schnerb, qui est un médiéviste qui connaît mieux la Bourgogne médiévale que quiconque, de nous éclairer justement sur cet État, sur la cour, sur les relations entre Armagnac et Bourguignon à la cour de France. Et j'imagine qu'à partir de 15h, nous irons faire un tour dans le vignoble bourguignon. Oui, nous circulerons sur la route des vins autour de Beaune et de ses hospices. L'auteur du dictionnaire amoureux de la Bourgogne, Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, nous ouvrira un certain nombre de portes. Il n'aura pas grand mal, il connaît tous les propriétaires. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'histoire nous l'a peint sous des couleurs bien sombres. Il est vrai qu'il s'habillait toujours en noir. Depuis que son père, Jean sans Peur, a été assassiné en 1419, le jeune Philippe, qui deviendra donc Philippe le Bon, troisième duc de Bourgogne, a décidé de ne se vêtir que de cette manière. Je cite Emmanuel Bourassin, « À la mort de son père, il avait fait le serment solennel de porter jusqu'à sa mort le deuil du défunt en noir et avait ordonné que ces gens ne quittassent jamais les livrées de couleur sombre à l'image de leur maître. » On s'amusait tout de suite beaucoup moins à la cour de Bourgogne. La mort tragique de Jean sans Peur, le père de Philippe le Bon, s'inscrit dans le cours sanglant de cet affrontement mythique entre Armagnac et Bourguignon. La guerre de 100 ans fait rage à cette époque. Elle met en guerre une partie importante de l'Europe. Depuis plus d'un demi-siècle, les choses ne font que s'envenimer. En France, le roi Charles VI, qui promettait tellement dans les premières années de son règne, est devenu fou. C'est ce qu'on appelle l'épisode de la forêt du Mans en 1392. Et ces crises de démence de plus en plus fréquentes l'ont rendu largement inapte à gouverner. Inutile de vous dire qu'autour de lui, certains vont vouloir se disputer le pouvoir. Deux de ses plus proches parents, deux princes, le frère du roi, Louis d'Orléans, et son cousin, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, se livrent une bataille sans merci pour le pouvoir. Un soir de novembre 1407, Jean sans Peur va faire carrément assassiner son rival, Louis d'Orléans, en plein Paris. On peut encore aller voir la toute petite rue là dans le Marais où a eu lieu l'assassinat. La guerre désormais est déclarée entre Armagnac et Bourguignon. Et de cette guerre civile, l'Angleterre a bien l'intention de profiter. Il faut dire que le roi d'Angleterre a depuis très longtemps des vues sur la couronne de France. Il va profiter de ces divisions internes pour frapper un grand coup. Le 25 octobre 1415, à Azincourt, l'armée royale française, essentiellement composée de partisans des Armagnacs, est violemment attaquée, écrasée, décimée par les fameux archers anglais. Face à la soif de conquête des Anglais, le dauphin Charles, celui qui plus tard sera le roi Charles VII et qui dirige à l'époque le camp Armagnac, le dauphin s'est replié à Bourges. Il comprend qu'il lui faut discuter avec son ennemi le duc de Bourgogne. On organise une rencontre pour le 10 septembre 1419 sur le pont de Montereau. On a monté pour la circonstance toute une petite salle de conférence juste au milieu du pont, c'est-à-dire en territoire neutre. Et voilà que sur ce pont de Montereau, un homme du Dauphin va abattre à coups de hache Jean sans Peur. Est-ce que tout ça a été prémédité ? C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mon invité. Toujours est-il que dans le camp bourguignon, la fureur l'emporte sur la tristesse. Le fils et successeur de Jean sans Peur, donc notre tout jeune Philippe le Bon, qui devient duc de Bourgogne et qui va désormais s'habiller tout en noir, se taire dans sa douleur. Dans l'église Saint-Vaast, on le voit rendre hommage de façon spectaculaire à son père, à Jean sans Peur, et il affiche ce désir profond
venger le père assassiné. Le dauphin Charles va aggraver sa situation, si je puis dire, en lui faisant porter une missive assez maladroite dans laquelle il explique n'être pour rien dans cette affaire, n'être en aucun cas responsable du meurtre. C'est un accident, dit-il. Il propose même au nouveau duc de Bourgogne une alliance contre les Anglais. Après l'entrevue sanglante de Montereau, Philippe le Bon ne veut rien entendre, bien entendu. Il est devenu l'ennemi du dauphin. Beau, fin, élégant, réfléchi, nous dit Gérard de Senneville, Philippe le Bon ne ressemblait en rien à Jean sans peur. Malgré sa douleur et les appels à la vengeance qui s'élèveraient autour de lui, il prit un bon mois pour peser sa décision. La mort de son père l'obligeait à choisir à sa place entre l'alliance avec Henri V d'Angleterre et celle proposée par le dauphin Charles. Autour de lui, tous criaient vengeance, les députés de ces villes, la noblesse de Bourgogne, de Flandre, d'Artois, la population de Paris même, et surtout sa mère, Marguerite de Bavière, qui, plus fort que tous, réclamait le châtiment des assassins et depuis Dijon envoyait à son fils courrier sur courrier. On l'a poussé dans les bras des Anglais, ce Philippe le Bon. La raison du jeune duc de Bourgogne le pousse à envisager une autre stratégie. Évidemment, lui n'a qu'une idée, c'est de travailler à la suprématie bourguignonne. Il va s'allier avec l'Angleterre, et d'autant que le roi Henri V lui promet, bien sûr, accessoirement de l'aider à venger son père. Dès la fin de cette année 1419, Philippe le Bon rallie la cause anglaise. Fin janvier 1420, sur un cheval couvert d'une housse de couleur très sombre, vous vous en doutez, il se rend, d'un quinparasson devrais-je dire, il se rend à Troyes, où il retrouve non seulement le roi Henri V d'Angleterre, mais aussi le roi fou, notre roi de France, Charles VI, et son épouse, la terrible Isabeau de Bavière. Charles VI, depuis longtemps, a perdu sa lucidité. Ça fait maintenant donc 30 ans qu'il est victime de crises de folie à répétition. Et c'est dans un moment d'absence, je dirais, probablement, c'est ce qu'il faut se dire pour surmonter le moral, qu'il va signer le fameux traité de Troyes. Charles VI rejette tout amour paternel envers son fils, qu'il désigne, après l'affaire du meurtre de Montereau, qu'il désigne comme, je cite, parricide, criminel de lèse-majesté, destructeur, ennemi de la chose publique. Et le roi Charles VI va jusqu'à interdire à ses sujets d'obéir à quelque ordre que ce soit venant du dauphin Charles. C'est un désaveu total, entre nous soit dit. La mère du dauphin, Isabeau de Bavière, va jusqu'à remettre publiquement en cause la légitimité même de son fils. Vous imaginez, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Le roi de France accepte de marier sa fille Catherine au roi Henri V, autrement dit, à la mort de Charles VI, la couronne de France sera remise au roi d'Angleterre. Il ne pouvait pas deviner, Henri V, qu'en fait il mourrait avant le roi fou, mais c'est ainsi. Donc le traité est signé. Honteux traité de Troyes, lisait-on autrefois dans les manuels d'histoire, 21 mai 1420, à peine 2 semaines plus tard, le 2 juin, on célébrera, toujours dans la cathédrale de Troyes, où a été signé le traité, l'union de Catherine de Valois et d'Henri V d'Angleterre. C'est ainsi donc qu'en ce printemps 1420, la folie de Charles VI et l'état de nos affaires, disons-le, doublé d'un certain nombre de manœuvres dans l'entourage immédiat de Philippe le Bon, conduisent à ce que la France soit, dans sa souveraineté en tout cas, livrée aux Anglais. C'en est, sur le papier, fini du royaume de France. Un extrait de Carmina Burana à l'instant sur Europe 1, composé par Karl Orff. Cet après-midi, Franck Ferrand vous parle de Philippe le Bon et vous raconte son histoire. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand.
Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Philippe le Bon. Alors, le duc de Bourgogne, ce prince qui, en pleine guerre de 100 ans pour venger son père assassiné, s'est allié aux Anglais contre le dauphin de France, on vient de le voir. Il est censé servir de bons offices à Troyes, mais en fait, il est dans le camp anglais. Oui, c'est ça. Il s'est allié vraiment avec les Anglais. Alors, je me posais quand même une question, Franck, à ce stade de l'histoire. Est-ce que ces ducs de Bourgogne sont vraiment des princes français ? Ah mais oui, mais c'est ça justement, c'est toute la subtilité de l'affaire et c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Bien sûr que ce sont des princes de la Maison de France qui ont reçu la Bourgogne en apanage. Vous savez que pour permettre aux princes, notamment aux princes cadets, un peu plus tard. Bref, pour permettre aux princes de tenir leur rang, on leur donnait des territoires en apanage, dont ils touchaient donc les bénéfices, et puis ils transmettaient par voie héréditaire à leur fils aîné, ils transmettaient les territoires en question. Et en l'absence d'héritiers, eh bien les apanages faisaient retour, on appelait ça retour au giron, ils rentraient dans le giron de la couronne, ils revenaient à la couronne. C'est un problème cette histoire d'apanage parce que ça aboutit avec le temps forcément à fragiliser la couronne elle-même et à créer des espèces de fiefs terribles, des États dans l'État, voire même des États concurrents. C'est ce qui va se passer. Alors dans le cas de la Bourgogne, c'est un peu plus subtil et nous verrons que sont venus à ces apanages d'origine s'adjoindre des territoires considérables qui, eux, ne dépendaient pas au départ de la couronne de France. Mais en tout cas, la lignée des ducs de Bourgogne est incontestablement composée de princes français. Ça, vous ne pouvez pas le nier. À la fin de l'été 1422 va se produire un événement inattendu. Le jeune Henri V, je peux dire le jeune homme, puisqu'il avait 36 ans seulement, et qui pensait avoir la vie devant lui. Il était convaincu de devenir bientôt roi d'Angleterre et de France, sitôt après la mort de cette espèce de malade chronique qu'était Charles VI. Eh bien, voilà que c'est Henri VI qui meurt subitement à Vincennes, le 31 août 1422, par une remarquable ironie de l'histoire, nous dit justement Bertrand Schnerb, il précédait dans la tombe Charles VI qui lui ne mourut que le 21 octobre. Henri V ne sera donc jamais couronné roi de France et c'est son fils, le tout jeune Henri VI. Quand je dis tout jeune, il a 9 mois, vous imaginez ? Ah oui, en effet. C'est lui qui au berceau hérite de cette couronne, cette double couronne d'Angleterre et de France. Toujours respect des clauses du traité de Troyes, bien entendu. Une régence est organisée. En attendant, la majorité d'Henri VI, c'est donc son oncle, le duc de Bedford, qui est régent des deux royaumes. Il semble avoir été un temps question de confier la régence au duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Ça faisait d'ailleurs partie des négociations avec les Anglais. Est-ce que Philippe a volontairement refusé la couronne, la régence, ou est-ce qu'il a été écarté par les Anglais ? C'est une des questions également que je vais poser tout à l'heure à Bertrand Schnerb. Toujours est-il que, alors que la France est frappée par le malheur, les possessions bourguignonnes se mettent alors là ça prospère, elles croissent considérablement. Le domaine princier du duc de Bourgogne affiche une prospérité insolente et le voilà qui va petit à petit manger le Hainaut, puis Namur et le Brabant et le Limbourg et la Hollande, bientôt la Zélande. Vous imaginez, Philippe le Bon agrandit impudemment ses possessions jusqu'à créer ce grand arc prospère qui va jouer un rôle très important dans la civilisation occidentale. Désormais, le voilà à la tête des Pays-Bas bourguignons. Sa cour impressionne, éclabousse, devrais-je dire, toutes les cours de l'époque. Et le puissant duc de Bourgogne, par ailleurs, renforce encore son alliance avec les Anglais en donnant la main de sa sœur Anne de Bourgogne au duc de Bedford. Mariage en grande pompe, on fait des fêtes extraordinaires. Le duc de Bedford et le duc de Bourgogne scellent l'alliance anglo-bourguignonne, cette fois on peut le dire. Ils s'engagent par serment à demeurer toute leur vie, je cite, en vraie fraternité, bon amour et union pour le bien du roi notre sire et de ses royaumes de France et d'Angleterre. Vous voyez, c'est toujours la même idée. Alors pour autant, Philippe le Bon ne rompt pas totalement les liens diplomatiques avec la cour du dauphin Charles. C'est là qu'il est d'une finesse totale. Charles, qu'il considère donc comme l'ennemi absolu, pourtant, et qui s'est retiré maintenant au sud de la Loire, à Bourges. La cour est tantôt à Bourges, tantôt à Chinon, tantôt à Poitiers. Or, après plusieurs années de répit, les Anglais, en 1428, reprennent l'offensive contre la Maison de France. Je cite à nouveau Gérard de Senneville. Le duc de Bedford était revenu en France au printemps 1428 avec la ferme intention d'en finir rapidement avec le prétendu dauphin de Bourges, ainsi l'appelait-on.
Orléans fut choisi car, du fait de sa situation géographique et de son pont de pierre sur la Loire, la prise de cette ville ouvrirait la route la plus directe vers Bourges. Entre parenthèses, ce sont maintenant les possessions de la maison d'Anjou qui sont directement en cause. Le 12 octobre 1428, l'armée anglaise encercle Orléans, la ville est assiégée, en tout cas encerclée, tenue, devrait-on dire, si l'on veut être très précis en polyurcétique. Commence donc une longue période de pression sur Orléans. Ça va durer des mois, pendant tout l'hiver 1428-29, jusqu'à ce jour d'avril 1429, où arrive à Orléans l'os de France conduit par Jeanne d'Arc. Mais par Jeanne d'Arc, évidemment. Jeanne entra dans la ville le 29 avril, à la nuit tombée, à la lueur des torches, armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc, faisant porter devant elle son étendard, nous dit Gérard Sellenville, qui lui enfourche le cheval de la légende dorée, si j'ose dire. Les troupes anglaises sont contraintes de lever le siège dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Cette histoire-là, vous la connaissez forcément. Et l'armée française va dans la foulée reprendre toutes sortes de villes. Troyes, justement, Chalon-sur-Marne et Reims et Compiègne. À Reims, on en profite pour sacrer le dauphin le 17 juillet 1429. Désormais, c'est bel et bien un roi de France, par la grâce de Dieu, qui va siéger. C'est Charles VII, plein roi, si je puis dire. Retournement de situation extraordinaire. La guerre civile et la menace anglaise continuent de faire trembler la couronne de France, mais dans le camp bourguignon, dans l'entourage de notre cher Philippe le Bon, on se dit que désormais il serait peut-être temps quand même de reprendre langue avec les Français. Le parcours et l'histoire de Philippe le Bon. Voilà ce que vous raconte cet après-midi Franck Ferrand sur Europe 1. Et puis, de 15h à 15h30, vous l'avez compris, nous irons nous balader en Bourgogne. Peut-être que vous nous écoutez au milieu des vignes cet après-midi. Alors, n'hésitez pas à venir nous parler de votre région, des lieux incontournables, de vos conseils de visite. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. On attend aussi vos photos pour nous faire voyager, nous, en studio. Rendez-vous sur la page Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook, bien sûr, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, nous sommes sur les traces de Philippe le Bon. Nous sommes donc en Bourgogne. Il s'en passe des choses dans cette période de l'histoire de France. Alors, Charles VII est devenu roi de France et l'Angleterre fait trembler la couronne de France. Oui, et alors à la cour de France, il y a toutes sortes de partis, il faut vous dire. Donc Jeanne, elle, de son propre chef, si je puis dire, a adressé cette célèbre lettre au duc de Bourgogne, non pas pour lui demander la paix, comme on dit parfois, mais pour exiger qu'il se retire de l'affaire. En contrepartie, Regnault de Chartres et la belle-mère du roi, Yolande d'Aragon, sont en train d'essayer de relancer des négociations diplomatiques. Or, le 23 avril 1430, le petit Henri VI d'Angleterre, qui avait été un petit peu oublié, il avait été sacré roi d'Angleterre à Westminster, voilà qu'il traverse la Manche et qu'il va être bientôt le 16 décembre 1430, ça c'est une date qu'on préfère oublier en France généralement, le jeune Henri VI d'Angleterre est sacré roi de France à Notre-Dame de Paris. Mais oui, mais il y a déjà eu un roi qui... donc il y a deux rois de France. Il y a le roi Charles VII, sacré à Reims, et le roi Henri VI, sacré à Notre-Dame. Ça s'arrange, nos affaires. La maison de Bourgogne est aux premières loges, si je puis dire, et vous voyez que le conflit ne fait que s'envenimer encore. Depuis de longues années, nous dit Bertrand Schnerb dans l'État bourguignon, des forces de paix agissaient sur le terrain diplomatique pour mettre un terme au conflit franco-anglais ou au moins à la guerre entre la maison de France et la maison de Bourgogne. Jusqu'alors, leurs efforts avaient été vains. Mais à partir du début des années 1430, leur action se développa dans un contexte plus favorable. Et oui, tout simplement parce que les forces se sont rééquilibrées. En novembre 32 ont lieu les premières vraies négociations de paix. Et ce sont des négociations tripartites. Français, Anglais, Bourguignons sont autour de la table, si j'ose dire. À l'époque, on ne se mettait pas forcément autour d'une table, mais bref. Très vite, les positions des uns et des autres se révèlent inconciliables. Les Anglais s'en tiennent au traité de Troyes, ça c'était pas possible. Ils refusent donc absolument de transiger sur la question du titre royal. Ils exigent des Français qu'ils reconnaissent comme seul et unique roi de France, ce fameux Henri VI, fils d'Henri V
de Lancastre. Et puis les Français exigent, eux, évidemment, exactement l'inverse. Pour eux, préalable à toute négociation, il y a un seul et unique roi, lieutenant de Dieu sur terre, c'est Charles VII. Le duc de Bourgogne est un petit peu coincé entre les deux, si je puis dire. Les négociations sont d'ailleurs rompues et les hostilités reprennent jusqu'en janvier 1435. Et là, pour la première fois, au cours d'une rencontre qui est organisée à Nevers, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, accepte, et alors là vous imaginez le changement de situation, il accepte de reconnaître le roi Charles VII comme roi de France légitime. Ah mais alors ça change tout, ça fait complètement basculer le rapport de force. Quelques mois plus tard, en juillet 1435, une conférence de paix s'ouvre à Arras dans l'optique de mettre un terme définitif à la guerre entre France et Bourgogne. Le roi de France Charles VII veut à tout prix que Philippe le Bon rompe son alliance avec l'Angleterre. Il n'est pas personnellement à Arras, d'ailleurs il est représenté par le connétable de Richemont. Celui-ci est parvenu à établir une véritable complicité avec celui qui gère véritablement les affaires en Bourgogne et que connaissent les amoureux d'histoire de l'art. Par ailleurs, c'est le chancelier Rollin, Nicolas Rollin, qui assiste Philippe le Bon. Si bien qu'en quelques jours, le texte d'un accord fut mis au point, nous dit Gérard de Senneville. Le cardinal Albert Gatti et l'ensemble des délégations unanimes se tournèrent vers le duc de Bourgogne en le suppliant d'accepter ce texte. Philippe le Bon se fit un peu prier en arguant de scrupules moraux. N'avait-il pas juré de respecter le traité de Troyes et ne devait-il être fidèle à la mémoire de son père assassiné ? Un éminent juriste de l'université de Bologne fut appelé en consultation et montra clairement que, par essence, le traité de Troyes était nul, puisque lors de son sacre, Charles VI de France, avait prêté serment de n'aliéner aucune partie de son royaume. Comment pouvait-il en juger autrement au moment, alors qu'en plus on savait qu'il avait perdu la raison. Bref. Quant à la mémoire de Jean sans peur, nous dit Gérard de Senneville, les ambassadeurs de Charles VII confirmèrent que le roi de France condamnerait le meurtre de Montereau, poursuivrait ses exécutants, édifierait une croix sur le pont, fonderait un couvent, ferait dire des messes. En outre, Philippe le Bon serait dispensé sa vie durant de prêter hommage à Charles VII. C'est ce qui s'appelle faire de grosses concessions, ça quand même. Donc, réparation morale pour le meurtre de Montereau et nouveau territoire offert à Philippe le Bon, territoire en Somme, en Picardie. En échange de quoi, Charles VII obtient la reconnaissance de son titre, de sa dimension royale et surtout, il isole les Anglais. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon prend fin. Dans son livre, Bertrand Schnerb cite ce poème bourguignon. Oh, je vais vous le dire pour le plaisir. Dieu donne bonne vie au roi Charlon et veuille garder le noble lion. Réjouissez-vous tous, loyaux François, et remerciez le haut roi des rois qui a apaisé la division de la fleur de lys et du bourguignon. Bonjour Bertrand Schnerb, nous allons revenir avec vous sur cette période extrêmement complexe, mais qui, lorsqu'on essaie de la mettre sous le feu de l'histoire, s'éclaircit néanmoins. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Besoin de vous dire avec cette musique que nous sommes cet après-midi en pleine époque médiévale. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Philippe le Bon et nous allons aller plus loin pour en savoir plus sur ce personnage de l'histoire. Vous avez invité, Franck Ferrand, Bertrand Schnerb. Il est historien, médiéviste. Il est auteur d'Armagnac et Bourguignon, La maudite guerre, paru chez Perrin, et également paru chez Perrin, L'État bourguignon. Donc, notre Philippe le Bon est le fils de Jean sans peur, qui meurt assassiné sur le pont de Montereau en 1419, et le voilà qui, du jour au lendemain, se pare de noir. Quelle est la part de sincérité dans le deuil du jeune Philippe ? Alors, en ce qui concerne le noir utilisé par Philippe le Bon, il faut être un peu prudent parce que
D'abord, dans les cours princières du XVe siècle, on utilise beaucoup le noir. Les bijoux, qui est une couleur noble, d'ailleurs. C'est une teinture noble, devrait-on c'est dire. aussi la couleur de la pénitence en matière religieuse. Et donc, on utilise beaucoup le noir. Et il y a un phénomène de mode, c'est certain. Il est vrai que Philippe le Bon, immédiatement après la mort de son père à Montreux en 1419, utilise le noir parce il porte le deuil. Il utilise le noir aussi dans un contexte militaire, puisqu'il fait confectionner des étendards tout noirs. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant. Par la suite, il a conservé le noir comme une de ses couleurs emblématiques, oserais-je dire, mais il n'a pas porté du noir tout le temps. Il a aussi porté d'autres couleurs, et parfois beaucoup plus vives et beaucoup plus joyeuses que le noir. Il a été profondément marqué par l'assassinat de ce père, quand même. Mais il ne faudrait peut-être pas oublier que son père avait lui-même assassiné Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI, quelque temps plus tôt, donc 12 ans plus tôt. Alors là, je réagis en bourguignon. Il est évident que Jean sans peur avait justifié l'assassinat de Louis d'Orléans de manière extrêmement massive, avec l'aide d'ailleurs d'universitaires stipendiés. Ce qui est Et dans la joie et l'allégresse des Parisiens. Hein, oui, parce que Louis d'Orléans avait d'importants réseaux dans l'aristocratie, dans la noblesse, dans les milieux princiers, mais la population ne l'aimait pas beaucoup. Donc Jean sans peur avait justifié le meurtre en disant que c'était un tyrannicide. Donc il avait libéré la population d'un tyran, disons les choses. Oui, la cour de Bourgogne considérait que le meurtre avait été justifié. Pour Philippe le Bon, alors il est évident qu'il suivait la politique de son père. Il était très proche de son père. Et je crois que l'annonce de la mort de Jean sans peur à Montreux a été un choc terrible. Alors, on a des descriptions du prince se jetant sur son lit en pleurs. Bon, il y a quand même aussi tout un agrandissement épique qu'il faut prendre avec des... Les chroniqueurs s'en sont donnés à cœur joie. Les chroniqueurs l'ont décrit presque perdant conscience. Il est évident que ça a été un choc et que ça a été aussi la source d'une volonté de vengeance, mais une volonté de vengeance très, très politique. Il ne se laisse pas... Enfin, lui... et ses conseillers, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul à prendre des décisions, lui et ses conseillers ne se laissent pas submergés par la passion, même si certains, évidemment, veulent venger Jean sans peur. Il n'empêche que cet assassinat du pont de Montreux intervient, et ce n'est sûrement pas un hasard, à un moment absolument crucial dans la diplomatie, j'allais dire européenne, en tout cas de l'Europe de l'époque, puisqu'on est en train de préparer ce qui va devenir le traité de Troyes, le honteux traité de Troyes. Est-ce qu'il y a dans l'entourage du dauphin Charles, donc du fils de Charles VI, du dauphin Charles, celui qui va devenir Charles VII, est-ce qu'il y a dans son entourage une préméditation ? Est-ce que l'assassinat du duc de Bourgogne a été voulu par l'entourage du dauphin? Alors, vous savez, évidemment, c'est un événement qui a été extrêmement embrouillé. Et, bon, on a des versions qui sont complètement différentes selon qu'on se place du côté du dauphin ou du côté des Bourguignons. Il semble bien, quand on reprend tout le dossier, que un certain nombre de conseillers du dauphin voulaient, pardonnez-moi l'expression, il voulait la peau de Jean sans peur, parce que Jean sans peur était l'homme qui avait fait assassiner Louis d'Orléans. Faut pas oublier qu'on est en 1419, l'année précédente, le connétable d'Armagnac, le comte d'Armagnac a été massacré par les Parisiens qui se réclamaient du duc de Bourgogne. C'est une guerre civile extrêmement violente, et donc il y a une véritable volonté de vengeance, ça c'est certain. Et autour de Charles, du dauphin Charles, il y a des gens qui veulent véritablement l'assassinat de Jean sans peur. À l'inverse, il y a des gens qui ont compris qu'il fallait pas aller dans ce sens-là, que ça allait être une erreur, étant donné le contexte. Il fallait mettre le feu aux poudres. Surtout, le problème, c'est que c'était un jeu à 3. C'est-à-dire que, si j'ose dire, qu'il y avait le duc de Bourgogne, il y avait le dauphin, mais il y avait aussi le roi d'Angleterre. Ben oui. Et donc, on craignait, c'est ce qui s'est passé, que le duc de Bourgogne, le nouveau duc de Bourgogne, ne se jette dans les bras des Anglais. Donc, le roi d'Angleterre, Henri V, a mis les Français à genoux à Azincourt. Il est un peu chez lui dans une partie non négligeable du royaume de France. À l'époque, le roi de France est un roi qui est en partie fou, Charles VI. Son épouse est très proche des Bourguignons et accessoirement pas très éloignée des Anglais d'ailleurs. Donc on organise à Troyes cette sorte de... Est-ce qu'on peut parler d'une réunion diplomatique ? Ce serait un gros anachronisme, mais enfin c'est un peu ce qui s'est passé quand même. Et on va voir le tout jeune Philippe le Bon, qui succède à son père assassiné, se jeter dans les bras des Anglais. En tout cas, appuyer le roi d'Angleterre dans ses revendications de captation de la souveraineté française.
Je crois que le contexte est pour eux extrêmement difficile. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre est vainqueur. Il y a eu Azincourt, mais il y a aussi la conquête de la Normandie. Oui, bien sûr. Mais une conquête de 1417 à 1419, ville après ville, château après château, il conquiert toute la Normandie. Il n'a plus qu'à remonter la vallée de la Seine pour prendre Paris. Et donc, il faut bien voir que les deux partis en lutte, les Armagnacs ou les Dauphinois, si vous préférez, et les Bourguignons, sont complètement paralysés face aux Anglais, parce qu'on se dit, si je cours sus aux Anglais, l'autre parti va en profiter et me frapper dans le dos. Donc, ils sont totalement paralysés. Tétanisés. Oui, ils ne peuvent pas prendre de décision face à la conquête anglaise. Donc, pour le duc de Bourgogne, c'est le moindre mal. Hein. C'est d'ailleurs dans un des rapports qu'un des conseillers du duc de Bourgogne lui fait. L'alliance avec le roi d'Angleterre, c'est un moindre mal. Si vous voulez, il ne se jette pas dans les bras des Anglais avec plaisir. C'est un prince français, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il ne s'allie pas de gaieté de cœur avec l'Angleterre, mais c'est dans le contexte de guerre civile. Et avec l'assassinat de Jean sans Peur, qui crée un fossé entre les Bourguignons et les partisans du Dauphin, il n'y a qu'une seule solution viable, c'est une alliance, même si c'est une alliance qui doit être temporaire, mais une alliance avec le roi d'Angleterre. Ce que ne pouvait pas imaginer le roi d'Angleterre, Henri V, c'est qu'il allait mourir précocement avant le roi Charles VI de France. Et quand meurt à son tour Charles VI, quelques mois après le roi d'Angleterre, c'est donc un bébé, c'est un nourrisson qui est roi d'Angleterre et de France. À ce moment-là, les Anglais proposent la régence à Philippe le Bon, et Philippe le Bon la refuse. Pourquoi ? Eh bien, vous allez nous le dire dans un instant, Bertrand Schnerb. Europe 1, au cœur de l'histoire. Optique Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Philippe le Bon cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand, Bertrand Schnerb, historien médiéviste, et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec Rémi qui nous pose cette question avec le hashtag ACDH. Sans minimiser la couronne de France ou d'Angleterre, le Saint-Empire ne fait rien face à ça ? Point d'interrogation. Est-ce qu'il se contente de regarder ? C'est une bonne question. Que fait l'empereur et que font les princes allemands pendant ce temps, Bertrand Schnerb ? En 1416, on a une intervention quand même très importante, c'est celle de Sigismond de Luxembourg, qui n'est pas empereur encore, il est roi des Romains, mais Sigismond... C'est-à-dire qu'il est le successeur désigné. Il sera empereur plus tard quand il sera couronné à Rome. Mais là, le roi des Romains a une action diplomatique extrêmement importante dans l'Occident de ce temps. Il est en passe de régler le schisme, le grand schisme, parce que c'est évidemment un des éléments du contexte sur lequel on peut pas revenir. Mais enfin, c'est lui qui a convoqué le concile de Constance qui va régler le schisme. Et par ailleurs, il fait une grande tournée en Europe occidentale. Il va venir à Paris, il va à Calais, il va à Londres. Il va traverser donc la France et la Manche et l'Angleterre. Et son idée, c'est de réconcilier la France et l'Angleterre, comme il a réconcilié les obédiences pontificales. Il voudrait pacifier l'Occident. Alors le problème est que pour le roi d'Angleterre et même pour le roi de France, même pour Charles VI et puis ensuite le dauphin Charles, le roi des Romains se présente comme un arbitre international. Et arbitre international, c'est un rôle qu'on ne peut guère lui laisser jouer. Mais il serait faux de dire que le roi des Romains, que l'empereur, si vous voulez, le futur empereur, se désintéresse de la scène européenne. Bien au contraire, il est très actif sur le plan diplomatique. J'espère que Rémi apprécie la réponse très précise que vous venez de lui apporter comme ça en direct. C'est quand même une émission merveilleuse. Vous avez une petite question qui vous titille et d'un seul coup, vous nous envoyez la question. Exactement. Et vous avez la réponse. C'est quand même assez extraordinaire. Par de grands professionnels. Alors, j'aimerais que nous allions un peu vite sur ces questions politiques, si vous voulez, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est la cour de Bourgogne et que vous nous parliez de l'art de vivre dans cette Bourgogne, ce qui nous servira de transition pour la partie patrimoine que nous consacrerons à la Bourgogne en compagnie de Jean-Robert Pitt. Alors, pour ce qui est de la régence, comment expliquer que Philippe le Bon refuse la régence que les Anglais lui auraient proposée. Je dis bien lui auraient proposé. C'est un problème historiographique parce qu'en fait on ne sait pas très bien historiographique, c'est-à-dire que les historiens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, certains pensent que les Anglais n'ont pas voulu confier la régence du royaume de France au duc de Bourgogne. C'était pourtant dans l'esprit du traité de Troyes. L'autre idée à laquelle j'adhère, c'est que Philippe le Bon n'a pas voulu de la régence. La meilleure preuve, c'est qu'il était à Paris lorsque Charles VI entre en agonie.
Et il n'attend pas la mort du roi, il quitte Paris, il rentre dans ses États, et il n'apparaît pas lors des funérailles de Charles VI. Donc ça ne l'intéresse pas d'être présent au moment de la mort du roi Charles, au moment où justement la question de la régence aurait pu être réglée. C'est quand même très intéressant. Il y a peut-être là un lien à faire avec ce que nous disions sur l'ascendance française de ces princes, de ces ducs de Bourgogne. De même, on va voir Philippe le Bon prendre ses distances avec le fameux traité, le honteux traité de Troyes, et se rapprocher progressivement de la cour de France. On y va pas à pas, mais on y va. Oui, son jeu diplomatique est au fond un jeu de balance entre l'Angleterre et la France, entre, si vous voulez, Henri VI et Bedford d'un côté et Charles VII de l'autre. Il est certain qu'il aime bien le rôle d'arbitre. Il cherchera à différents moments de sa carrière politique à jouer les arbitres entre France et Angleterre. Et il aurait bien finalement, il se serait bien contenté d'une partition de cette façon-là, vous voyez. Il est bien un chef d'État pleinement souverain sur son duché. Ou n'est-il qu'un prince de France vassal du roi français? Bon, alors il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'État bourguignon. Voilà, justement. Il est évident que pour moi, il y a une construction politique qui est un État princier, avec une diplomatie autonome, avec une dynastie, avec un prince qui incarne le pouvoir, avec une société politique, avec une armée, etc. Certains de mes collègues ne sont pas tout à fait d'accord avec l'utilisation du terme État. Je crois que c'est une question simplement d'utilisation d'un vocable qui paraît, en tout cas, à certains, anachronique. On peut dire de Philippe, peut-être parce qu'il est devenu très jeune duc de Bourgogne, on peut dire qu'il a contribué à autonomiser la Bourgogne et à en faire une puissance, même une grande puissance territoriale dans un premier temps. Il n'a cessé d'agréger des territoires à son duché initial. Oui. Il a hérité déjà d'une puissance bien constituée, oui. Et il n'a cessé de la renforcer. Et en ce qui concerne l'autonomie par rapport au royaume de France, en particulier au roi de France, plutôt qu'au royaume de France, parce qu'il s'estime toujours un prince français, je crois que de ce point de vue-là, le traité d'Arras dont vous avez parlé tout à l'heure, celui de 1435, qui est un petit peu humiliant pour le roi de France, mais oui. C'était la concession à faire du côté français si on voulait voir définitivement la Bourgogne quitter l'alliance anglaise, en fait. Absolument. Et donc ça a marché d'une certaine manière. Oui, ça a marché. L'alliance anglo-bourguignonne a été rompue. Alors on sait quelles seront plus tard les relations de Louis XI, qui avait eu maille à partir avec son propre père Charles VII, les relations de Louis XI avec Charles le Téméraire. Parce que nous avons dit un mot de Jean sans peur, nous parlons de Philippe le Bon, mais ensuite viendra Charles le Téméraire. Ce sont les trois grands et célèbres ducs de Bourgogne. Oui, il ne faut pas oublier Philippe le Hardi, qui aussi est fondateur, avant, oui. Mais effectivement, Charles le Téméraire, le fils de Philippe le Bon, il naît en 1433, il est le fils donc de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal. D'ailleurs, il se revendique portugais. Et à partir du moment où il atteint l'âge d'homme, il va entrer en conflit avec son père. Ça, c'est un conflit qui va justement déchirer la cour de Bourgogne dont vous parliez à l'instant. La négociation pour ce mariage portugais, si je ne m'abuse, avait été menée par un certain Van Eyck. Ça nous amène à la peinture, ça nous amène à la culture et à la civilisation. Nous allons voir dans un instant quelle vie on menait à la cour de Bourgogne. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Philippe le Bon depuis 14h avec votre invité Bertrand Schnerb, qui est historien médiéviste et à qui les auditeurs envoient des messages cet après-midi. Enfin, une émission sur les ducs de Bourgogne. Monsieur Schnerb était mon professeur et il a un talent fou pour conter des histoires sanglantes. Voilà, Bertrand Schnerb. Il était relativement sobre sur le plan de l'hémoglobine. Aujourd'hui, c'était relativement soft, effectivement. Vient de nous rejoindre en studio celui qui sera notre guide de 15h à 15h30 pour vous faire découvrir ou redécouvrir la magnifique Bourgogne. C'est Jean-Robert Pitt. Il est géographe, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et auteur du dictionnaire amoureux de la Bourgogne, paru chez Plomb. Bonjour Jean-Robert Pitt. Vous étiez venu nous parler de ce dictionnaire amoureux de la Bourgogne. Oui. Et je vous avais dit à l'époque qu'il faudrait de nombreuses émissions pour couvrir un aussi vaste sujet. Si l'on conserve l'angle médiéval et la personnalité de Philippe le Bon, il a laissé dans la Bourgogne d'aujourd'hui, qui n'est plus que l'ombre de la Bourgogne d'hier, il a laissé une grande trace. On ne peut pas dire d'abord que c'est l'ombre, puisque un prince précédent qui a gouverné la France a décidé de la réunir avec la Franche-Comté, c'est-à-dire de revenir sur la malheureuse perte de vous parlez du prince Hollande, là, en l'occurrence. Du prince Hollande, la réunification de la Grande Bourgogne. Oui.
qui n'est pas très apprécié ni des Bourguignons ni des Franc-Comtois d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Oui. Non, Philippe le Bon a laissé beaucoup de traces parce qu'il a été, en matière de viticole, et c'est un des sujets, comme vous le savez, qui m'intéresse, tout à fait dans la lignée de son grand-père Philippe le Hardi, en recommandant d'arracher le gamay, le déloyal gamay, comme disait dans la fameuse ordonnance de 1395 Philippe le Hardi, le très déloyal plan de gamay, duquel plan vient une très grande abondance de vin, lequel vin est de telle nature qu'il est moult nuisible à la créature humaine, car il est plein de très grande et horrible amertume. Donc il a imposé le pinot noir dans ses vignes. Oui, mais ça, c'est ce qui s'appelle un acte fondateur. C'est un acte majeur, oui. Alors on va revenir, bien entendu, dans le merveilleux vignoble bourguignon à vos côtés tout à l'heure. N'oublions pas que Philippe le Bon a aussi été un très grand architecte bâtisseur, devrais-je dire, puisqu'on lui doit une grande partie du palais des Ducs à Dijon. Il est aussi, nous rappelle Roselyne sur Europe1.fr, il est aussi le bâtisseur du palais Riour à Lille, notamment. Roselyne nous fait on pourrait presque dire le curriculum vitae de Philippe le Bon, et elle vous pose encore une question, décidément, Bertrand Schnerb. Elle nous demande si le premier chapitre de l'ordre de la Toison d'Or s'est tenu à Lille ou bien à Bruges. Le premier chapitre, c'est-à-dire la première fois on a réuni les 24 chevaliers, c'était à Lille en 1431. L'ordre a été fondé l'année précédente, en 1430, à Bruges, à l'occasion des noces de Philippe le Bon avec Isabelle de Portugal. Donc création à Bruges et premier chapitre de l'ordre à Lille. Philippe n'était pas seulement un grand bâtisseur, nous avons vu son rôle en tant que législateur et en tant que diplomate, guerrier, il faudrait ajouter aussi, bâtisseur, et puis alors c'était un homme des arts. Il a fait de cette cour de Bourgogne une véritable capitale des arts de son temps, à travers la personnalité du très grand peintre Jan van Eyck, dont je disais un mot tout à l'heure, et on le lui doit quand même d'une certaine manière. Oui, alors la cour de Bourgogne, faut pas oublier que nous avons affaire à un prince de la maison de Valois. Donc il y a une tradition du mécénat qui remonte déjà à Jean le Bon, Charles V, et en réalité déjà aux Capétiens avant les Valois. Donc il y a une tradition qui fait partie, je dirais, de l'action politique, parce que en fait développer les arts à la cour, c'est aussi une manière de montrer sa puissance, son bon goût, sa haute culture. Donc c'est un argument politique. Et puis aussi le goût personnel du prince. Il est évident que Philippe le Bon est un amateur d'art. C'est même un musicien. C'est un musicien. Enfin, disons qu'il a des connaissances musicales qui lui permettent, en particulier, on le sait grâce à la comptabilité, la merveilleuse comptabilité bourguignonne, on sait que par exemple, il auditionnait les chantres de sa chapelle. C'est lui qui les sélectionnait sur audition. Donc on chantait devant le duc et il disait oui, celui-là oui, celui-là non. Après, fallait-il avoir quand même une certaine oreille. Il avait une oreille. On imagine qu'il les choisissait plus avec l'oreille qu'avec l'œil. On peut l'espérer. Ça fait partie du. Non, oui, enfin bon. En ce qui le concerne, il n'y a pas de. Aucun doute sur la question. Il n'y a pas de soupçon. Ça fait partie de la formation générale de ces princes. Ils apprennent à écrire, ils apprennent à lire, ils apprennent la musique. Évidemment, ils apprennent les armes, ils apprennent les langues, si possible. Ce qui n'est pas toujours facile pour les ducs de Bourgogne qui doivent apprendre le flamand. Mais ça fait partie d'une formation générale du prince. Merci de rester avec nous, si vous voulez bien, pour la deuxième partie de l'émission, Bertrand Schnerb, parce que j'aimerais que, à la Bourgogne d'aujourd'hui, vous ajoutiez la profondeur de la Bourgogne d'hier. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Voilà. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, jusqu'à 15h30 sur Europe 1, la Ferrand Mobile prend la direction de la route des vins, direction la Bourgogne. Alors, juste avant de vous dire qui nous accompagne, qui est notre guide, je vois qu'il y a des post-it sur le tableau de bord. Oui. Vous avez plusieurs rendez-vous à nous donner. Échappe, non, attendez, j'ai un œil partout. Parce que nous sommes dans une atmosphère médiévale cet après-midi. Je voulais faire deux petites annonces tout à fait personnelles. D'abord, nous avons eu le privilège de remettre la semaine dernière le prix du roman médiéval Terre des Templiers à Franz-Olivier Gisbert pour son ouvrage qui se passe sur les traces de Saint-Louis, vous savez. Et on voit d'ailleurs ce que pouvait être au XIIIe siècle, on voit dans ce roman ce que pouvait être la violence de certains combats entre chrétiens et musulmans. Ça s'appelle La Belle Amour, c'est un beau roman. Et puis,
Le festival de l'abbaye du Bec-et-Loing va donner, ce sera vendredi soir, donc le 16, nous allons faire un concert. Alors il y aura un concert de piano d'un côté, bien entendu, et puis moi je vous parlerai de la nuit à travers les âges. Donc à la fois piano sur le thème de la nuit et puis conférence, lecture sur ce sujet. C'est à l'abbaye du Bec-et-Loing ce vendredi donc le 16 juin. Voilà pour les auditeurs qui veulent vous voir, parce que nombreux vous réclament sur les réseaux sociaux, donc rendez-vous le 16 juin. Nous sommes donc partis en direction de la Bourgogne avec la Ferromobile cet après-midi. Bertrand Schnerb, historien médiéviste, nous accompagne pour ce voyage, et votre guide sur Europe 1, c'est Jean-Robert Pitt. Il est géographe, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Et président de l'Académie du vin de France. En plus. C'était ma fonction éminente, mais je suis toujours membre de l'Académie. De cette Académie du vin. Le film qui vient de sortir, ce film qui s'appelle Ce qui nous lie, le film de Cédric Klapisch, se passe dans le monde, dans l'univers du vin. On y voit la Bourgogne sous son meilleur jour, si je puis dire, avec de très beaux paysages, notamment. Je dois dire, j'ai vu ce film avant de venir à cette émission. Je dois dire que c'est un film merveilleux en ce qui concerne la partie viticole. C'est ça. C'est-à-dire la présentation à la fois des paysages, des techniques viticoles, des choix qui sont des choix de chaque heure. Un vigneron a tous les jours des choix à faire, à la fois à la vigne, dans sa cuverie, dans son élevage des vins. Et Cédric Klapisch a été conseillé par l'un des meilleurs vignerons de Bourgogne, qui est Jean-Marc Rouleau, qui d'ailleurs voulait être voulait être comédien, lorsqu'il était jeune, et qui joue là très très bien la comédie. Alors, je ne dirais rien du reste du film, c'est-à-dire du scénario qui rentre. Vous trouvez qu'on est souvent trop triste quand on parle on est triste, c'est ça. Voilà, c'est une des choses qui me frappe depuis longtemps. J'avais écrit il y a quelque temps une chronique dans la Revue du Vin de France à ce sujet. Pourquoi, depuis l'époque du Château des Oliviers, vous avez peut-être souvenance, il y a des années, dès qu'il est question du vin, il est question de vignoble, etc. Et de vignoble, il est question d'argent, il est question de partage, d'héritage, ce sont les atrides un peu. L'histoire sordide, c'est les atrides, et en même temps, les histoires sentimentales qui se greffent dessus, ce qui ne me choque pas du tout dans une série comme celle-ci ou dans un film comme celui de Klapisch, sont toujours des histoires à pleurer. On n'est pas dans la jubilation, on est très très loin de Rabelais, on est très loin je ne sais pas si vous connaissez un écrivain lyonnais qui s'appelle Marcel Granchet, qui a écrit des romans désopilants qui se passent dans le milieu lyonnais, où on est beaucoup à table, où on boit un peu trop de Beaujolais. Mais alors que le vin, c'est festif. Le vin, c'est festif. Alors il y a une scène festive, mais un peu surjouée, un peu surfaite, qui est la scène de la Paulée dans le film de Klapisch, qui est authentique à peu près. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en Bourgogne, mais qui va un tout petit peu trop loin. Et le reste, c'est vraiment c'est toujours un peu triste. Alors que la partie viticole est remarquable. On y voit notamment les vignobles de Meursault, de Chassagne-Montrachet, de Puligny-Montrachet, de Beaune, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on voit même le très très beau coteau de Corton avec sa couronne de bois au-dessus, avec le Corton Charlemagne. Il y a une très belle scène qui est tournée en plein cœur du Corton Charlemagne. Finalement, c'est un beau programme. On pourrait suivre cette route-là, si vous voulez. Le verre à la main, oui, sans aucun problème. Ça peut nous servir d'itinéraire. Vous connaissez la Bourgogne, évidemment, mieux que quiconque. Vous l'avez découverte à quelle occasion, Jean-Robert Pitt? Titre personnel. Je l'ai souvent dit, mais moi je n'ai pas de sang bourguignon, mais j'ai découvert la Bourgogne juste précisément en faisant les vendanges lorsque j'étais étudiant, et ça a été une espèce de chemin de Damas. Donc j'ai découvert ce monde à la fois du vin que je connaissais un peu, mais pas de l'intérieur, et surtout pas du côté du monde des vignerons. Et puis après, je n'ai cessé de m'y intéresser, de visiter la Bourgogne, d'y conduire des bus entiers d'étudiants, de rencontrer les vignerons. C'était plus facile il y a 20 ans ou 30 ans de rencontrer les vignerons avec un bus d'étudiants qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrais encore le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vin à vendre. Il y a une telle demande mondiale. C'est incroyable, il y a des listes d'attente invraisemblables. Quand on songe que le gérant du domaine de la Romanée-Conti, Aubert de Vilaine, raconte que son père vivait dans les années 30-40 d'élevage de bovins qu'ils avaient dans le Bourbonnais, et pas du tout du domaine de la Romanée-Conti. C'est étrange. Alors qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui n'a pas de prix. Une véritable légende à l'échelle mondiale. Oui, mais qui s'est construite au fil des âges, mais avec des hauts et des bas incroyables, comme beaucoup de choses dans l'histoire. Bien sûr.
mais ces très grands vignobles qui font rêver la planète entière ont connu parfois des moments difficiles. On pourrait en dire autant du Médoc, d'ailleurs, bien entendu, et de bien d'autres. Songez qu'aujourd'hui vient de se vendre un domaine précisément dans le canton Charlemagne à 20 millions d'euros l'hectare. 20 millions d'euros l'hectare. Imaginez ce que ça représente. Oui, c'est assez extraordinaire. On parle de climat en Bourgogne, c'est le Bien terme. entendu. Le climat, qui est un vieux mot de la langue monastique et qui désigne l'inclinaison du sol, qui vient du grec et qui n'a rien à voir avec les météores, avec l'air. Mais qui est un très très joli mot et qui en Bourgogne correspond à 1270, je crois, à peu près terroirs bien différenciés les uns des autres, les uns à côté des autres, et qui sont entrés collectivement, tous ensemble, la main dans la main, au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 2 ans. Alors ce grand vignoble se répartit entre Côte de Nuits et Côte de Beaune. Plus Chablis, plus Chablis, etc. Nous allons nous concentrer sur les côtes de Beaune pour suivre les paysages et pour suivre la route de ce film de Cédric Klapisch, Le film s'appelle Ce qui nous lie et il est dans les salles de cinéma depuis ce matin. Oui, depuis ce matin. Je crois que la plupart des séances ont commencé en même temps que cette émission. Oui, c'est ça, 14h. exactement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Je trouve assez intéressant, je jette un œil en même temps sur les messages qui nous parviennent et on se rend compte que cette Bourgogne médiévale, Bertrand Schnerb, celle dont nous parlions tout à l'heure, c'est une Bourgogne qui est au moins autant flamande que bourguignonne. C'est-à-dire qu'il est évident que Bruges, Bruxelles, etc. jouent un rôle absolument essentiel. Oui, d'ailleurs, Philippe Lebon, quand on fait le calcul de la durée de ses résidences, Philippe Lebon a davantage résidé à Bruxelles et à Lille qu'à Dijon. Sûr, il était de passage à Dijon, mais ses vraies résidences sont dans ces principautés du Nord qui sont aussi les plus urbanisées, qui sont aussi les plus riches. Il faut se rendre sur les tombeaux à Dijon. Juste un mot là-dessus. Il faut aller voir aussi le tombeau de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire à Bruges. Oui, et d'ailleurs, je voulais dire que Philippe Lebon buvait éventuellement de la bière. C'est pas uniquement un buveur de vin, mais il buvait aussi de la bière et de la cervoise. À l'époque où il vivait, on peut le pardonner. Qu'est-ce que vous voulez ? Le vin n'avait pas été loin de la République qui buvait pas mal de bière. C'est vrai, il y en a eu. La Corona. La Corona. Le vin coulait quand même à flot à la cour de Bourgogne. Oui, on a l'impression que tout coulait à flot à la cour de Bourgogne, y compris l'or. Alors, lorsque nous avons préparé cette émission, nous avons posé la question à Jean-Robert Pitt, par où faut-il commencer ? Et il a répondu ceci, donc nous allons respecter sa volonté. Il faut partir d'Alox-Corton, n'est-ce pas ? Alos, pardon. Alos-Corton, Je sens que Lorena Martin, qui prononce tous les O en O, va avoir un peu de mal à faire sa chronique tout à l'heure. Surtout les X. Et les X sont des on dit Bruxelles. Enfin, en Bourgogne, on prononce pas les X, parce que le X est en fait une déformation des 2 S. Des 2 S, oui. Voilà. Donc, Alos-Corton, c'est la jointure, c'est l'articulation entre la côte de Nuits et la côte de Beaune. C'est en fait en côte de Beaune, mais c'est juste à l'articulation. Et c'est un des plus beaux paysages de Bourgogne, voire de France et du monde, en particulier vu du bas vers le haut, quand on a ce coteau exposé plein sud, avec ce bois qui ressemble un peu à une coiffure en brosse, qui est au-dessus et qui est actuellement menacé par une opération immobilière, je crois, mais on espère que ça va s'arranger. Il y a là ce coteau. Donc exposé à l'est, c'est le coteau de Corton, exposé au sud, c'est le coteau de Corton-Charlemagne, qui donne des vins absolument prodigieux, des vins de garde. Le Corton-Charlemagne, c'est l'un des plus grands vins blancs du monde. Sur ce coteau de Marne blanche exposé plein sud, le Chardonnay donne des vins qui sont un peu un oxymore, comme les très grands Meursault et le Montrachet, c'est-à-dire l'oxymore du vin sec, moelleux. Vous avez une rondeur incroyable en bouche, une longueur, une caresse, un velours, et en même temps c'est extrêmement sec, il n'y a pas 1 gramme de sucre. Et le coteau de Corton, c'est la puissance, c'est le seul vin très puissant de la côte de Beaune, qui ressemble par sa structure au très grand vin de la côte de Nuits, de Vaune-Romanée, de Gevrey-Chambertin ou de Moret-Saint-Denis. Mais ce sont 2 expressions de la Bourgogne absolument extraordinaires et 2 des plus belles expressions mondiales du cépage Chardonnay pour le Charlemagne et du cépage Pinot Noir, lequel a vraiment été inventé en Bourgogne, même s'il a eu un certain succès en Île-de-France au Moyen-Âge. C'est vraiment
le cépage qui est au cœur de la Bourgogne et qui est le cœur de la Bourgogne. Avec un sol très favorable, on peut l'imaginer. Avec deux types de sols très différents, mais très très favorables. De toute façon, les deux se plaisent dans le calcaire. Il faut du calcaire. Le pinot et le chardonnay dans des sols acides ne donnent pas de grands résultats, alors que le gamay, qui a été exclu par les ducs de Bourgogne de leur clos, donne des résultats qui peuvent être corrects à condition que le vigneron soit bon, etc. Dans les granites, les granites du Beaujolais, il peut y avoir d'excellents gamay à condition qu'ils soient à petit rendement, etc. Mais alors sur le calcaire, le gamay devient vulgaire, la vigne se laisse aller. On dit que même les vignerons qui en faisaient encore, il n'y en a plus maintenant sur la Côte d'Or, faisaient pisser la vigne, on disait. Parce que c'est très très productif et ça n'a aucun intérêt. Et quand c'est mal vinifié, en plus, ça a des goûts de poivron épouvantables. Pays vallonné, pays de courbes douces que cette Bourgogne, d'où l'on a parfois des aperçus sur de très vastes perspectives. Alors, quand on est sur plusieurs des coteaux de la Côte d'Or, en particulier, je pense à l'un des plus beaux paysages de la région qui est dans les Musigny, entre Vougeot et Chambolle-Musigny. Dans les Musigny, on a la vue sur le clos de Vougeot, qui est évidemment un lieu magique, mais on a la vue sur le Mont Blanc en hiver, les jours d'anticyclone, et c'est absolument merveilleux de voir. Il est toujours un peu nimbé, mais le voir émerger du Jura au fond, tout blanc, c'est absolument extraordinaire. Et si on a un verre de Musigny à la main, c'est encore mieux. Et si on vous entend en parler, on en a d'autant plus envie, bien entendu. Nous parlerons de Beaune dans un instant, je dis bien de Beaune dans un instant, avec Lorena. On parlera des hospices, bien sûr, de l'hôtel des Ducs de Bourgogne, de toutes les merveilles de cette très belle ville. Et à la sortie de Beaune, on prend ce qu'on appelle la route des grands crus. Depuis quand est-ce qu'on l'a qualifié ainsi? C'est pas très vieux, ça. Ça date des années 30, un peu comme la confrérie du Taquin. Les routes touristiques datent de l'automobile. Donc l'Alsace a créé la sienne qui a beaucoup de succès, mais après la Seconde Guerre mondiale, la route des grands crus date de l'entre-deux-guerres. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de l'apprendre et de quitter la nationale, parce qu'on passe dans des villages superbes. Par Pommard. On passe par Volnay, on passe ensuite par Meursault, on passe ensuite par Chassagne et Puligny-Montrachet, et on va jusqu'à Centenay, et il y a encore de belles choses sur la côte dite chalonnaise, donc du côté de Rully, Givry, où il y a des vins merveilleux aussi. Qu'est-ce qu'il faut voir en dehors du vin et des vignobles même? Qu'est-ce qu'il faut voir du côté de Pommard, de Volnay, de Meursault? C'est Meursault. Meursault, j'y arrive pas. Meursault est un très joli village. Il y a une grande place un petit peu informe, mais avec deux monuments emblématiques. Il y a une belle église et il y a la mairie que tout le monde connaît, puisque c'est un des lieux où a été tournée la Grande Vadrouille, qui est quand même un des monuments du patrimoine français. Vous avez vu tout de suite, tout le monde, tout le monde réagit. C'est la Madeleine de Proust. Alors à propos de Madeleine, l'incendie dans la mairie de Meursault qui permet aux prisonniers américains de s'évader. Oui, tout à fait. Vous restez bien sûr avec nous, Jean-Robert Pitt, puisque nous accueillons Lorena Martin qui va nous donner quelques bonnes adresses dans une région qui en possède à foison. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en Bourgogne jusqu'à 15h30 sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, nous fêtons tous ensemble la sortie aujourd'hui du film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie, un film européen. Et voici donc maintenant les bonnes adresses de Lorena Martin en Bourgogne. Et oui, nous allons faire notre marché sur la place de la Halle de Beaune. Alors on pourrait trouver évidemment des volailles extraordinaires, du jambon persillé, du pain d'épices, des œufs en meurette. Bon, la moutarde, on va peut-être passer assez vite sur la moutarde. Vous voulez nous en dire un mot, peut-être? Juste une adresse, oui, à Beaune, la moutarderie Fallot, qui produit une moutarde 100% bourguignonne, à la meule de pierre, pour en garder toutes les qualités gustatives. C'est encore très traditionnel. Ils ont relancé, en fait, la production locale de graines de moutarde, en production, donc IGP, indication géographique protégée. Et puis les truffes de Bourgogne, et les truffes, oui, la truffe de Bourgogne qu'on peut trouver à l'Or des Valois, au château d'Entre-deux-Monts, à Nuit-Saint-Georges. Vous avez des démonstrations de cavage sur la truffière du château, des dégustations de produits à la truffe de Bourgogne, un repas d'ailleurs tout à la truffe, une boutique où on retrouve toutes sortes de produits. Très joli château. Très joli. Ça me fait rire de vous entendre parler de Beaune comme ça, parce que pour tout vous dire, quand je vais à Beaune, moi d'abord je vais chez les bergers, je vais visiter la galerie d'antiquaires, et vous me parlez de tables et de vin, bien entendu. Enfin le vin, nous avons laissé cette spécialité à Jean-Robert Pitt, bien sûr. Le vin appelle la gastronomie. Mais oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est un art de vivre d'une façon générale. Le cassis, bien sûr, ça c'est pour l'apéritif avec le kir. Oui,
Oui, tout à fait. Cette petite baie noire que l'on appelle le noir de Bourgogne. Donc, la crème de cassis est utilisée avec de l'aligoté, un cépage blanc, pour déguster donc ce fameux kir. Et on peut que nous devons aux chanoines du même nom. Exactement. Et donc, il y a 2 adresses à signaler. Le Cassissium à Nuits-Saint-Georges, qui est un musée qui dévoile l'histoire du cassis, sa culture, son développement, toutes ses applications en médecine, gastronomie, parfumerie. Ils ont même un spectacle multimédia. On peut visiter la licoristerie. Et puis la ferme Fruits Rouges dans les Hautes-Côtes de Nuits. C'est une petite production en agriculture bio où on peut s'y rendre pour faire de la cueillette libre en saison et découvrir toutes sortes de produits à base de cassis. On peut trouver ça aussi sur le marché de Chagny d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas que le marché de Beaune Non, que j'ai cité. exactement, le dimanche matin. Oui, bien sûr. Vous ne nous parlez pas d'escargots avec tout ça? Si, les escargots. Donc, on voit donc cette recette des fameux escargots de Bourgogne beurrés à l'ail et au persil. Un aubergiste de Bassou dans l'Yonne qui s'appelle le père Vallée, qui l'a créé en 1796. Et il y a une adresse donc à recommander à Beaune qui s'appelle Hélice l'escargotier beaunois. Et c'est une boutique tournée exclusivement sur tout ce qui se rapporte aux escargots. Ça va de la vaisselle, aux plats cuisinés, jusqu'aux produits cosmétiques, puisque vous savez que la bave d'escargot est une crème qui ralentit le vieillissement de la peau avec l'arrivée des taches brunes et soulage les brûlures. Bien sûr, c'est ça votre secret, on a enfin compris. La bave d'escargot. Ça doit être très agréable. Les escargots de cette maison sont excellents. Exactement. Je vous laisse faire l'expérience. Non pas du goût, mais de la bave. Il y a une dégustation d'escargots de Bourgogne et verre de vin blanc très souvent, donc à toute heure dans cette boutique. C'est un des plats, pardon de l'interrompre, c'est un des plats favoris de Talleyrand. C'est vrai. Qui les servait en coquille et qui a demandé, et ça a eu un succès fou sous l'Empire lorsque Talleyrand servait ses escargots à la bourguignonne. S'il ne fallait garder qu'une adresse, parce que vous m'en proposez tout un tas, qu'on va retrouver bien sûr sur la page Facebook de l'émission, mais si à Beaune on devait retenir une adresse, j'imagine que nous descendons au CEP, bien sûr, parce que nous sommes des gens bien et de tradition ici quand même. L'hôtel Le CEP et donc ce merveilleux restaurant aussi qui s'appelle l'Oiseau des Vignes. Ils ont donc une étoile au guide Michelin, c'est à 150 mètres des célèbres hospices de Beaune. Et donc, ça a été ouvert en 2007 par Dominique Loiseau. Vous avez des murs en pierre, des poutres, des boiseries. Et au beau jour, ils ont même une petite terrasse dans cette cour intérieure du XVIe siècle. Et ça a été le premier restaurant en Europe à proposer une carte entière de vins au verre avec près de 70 références puisqu'ils ont une bibliothèque des vins. Merci beaucoup, Lorena.